Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons débuter cette première séance de cours concernant les piles à combustible. Donc, je vous ai rappelé ici dans la page le lien sur la plateforme pédagogique qui vous permet d'accéder au polycopier du cours que nous allons suivre ensemble. Donc, je vous invite à éventuellement prendre ce polycopier. Nous allons donc basculer sur la fenêtre de ce cours. Donc les piles à combustible en termes d'organisation de ce que nous allons traiter ensemble, eh bien, nous allons passer par une phase de présentation où vous retrouverez un historique de l'histoire de la pile à combustible. C'est quand même quelque chose qui me semble relativement important pour positionner cette technologie pile à combustible dans notre période où on s'intéresse à des énergies décarbonées. Et puis nous traiterons des différentes technologies de piles à combustible. Nous ne rentrerons pas dans des détails très précis. Nous regarderons les points communs de ces différentes technologies, leurs différents avantages et inconvénients. Et puis vous retrouverez sur la plateforme, au sein du cours M1 Pile, eh bien, des détails sur chacune de ces technologies. Puis dans la deuxième grande partie, nous nous intéresserons aux principes généraux du principe de la pile à combustible. Donc tout d'abord, nous reviendrons sur le principe d'oxydoréduction. Je vous ai mis à disposition un petit rappel sur l'oxydoréduction, donc nous ne reviendrons pas sur ce principe, mais nous expliciterons ce qu'est l'électrolyse au sens de l'oxydoréduction. Et puis nous mettrons en évidence bien, finalement le phénomène de l'électrolyse inverse qui caractérise d'une certaine manière le fonctionnement des piles à combustible. Donc nous serons dans le détail des équations de réaction des différentes technologies de piles que vous voyez apparaître ici dans le paragraphe grand 2 petit 2. Et puis nous aborderons la notion de rendement. Cette notion de rendement peut être abordée de différentes manières selon ce que l'on cherche. Et puis nous nous intéresserons plus spécifiquement donc à la pile à membrane, la PEMFC, qui est la plus facile à mettre en œuvre. Nous aurons eu l'occasion d'échanger sur ce sujet et nous rentrerons dans le détail de sa constitution, de la caractéristique électrique de la pile, ou plus exactement la caractéristique électrique d'une cellule de pile à combustible, et puis nous aborderons les aspects de l'approche expérimentale de l'utilisation de ce type de pile. Dans le cadre de l'approche expérimentale, eh bien, nous entrerons dans des détails d'exercices pour le calcul de rendement, du rendement, des rendements, puisque nous avons possibilité d'avoir différents types de rendements. Puis nous traiterons de la gestion d'un système de pile à combustible, puisqu'effectivement une pile à combustible a besoin d'être entourée d'un certain nombre d'auxiliaires, et donc nous traiterons ces aspects liés aux auxiliaires nécessaires à des piles à combustible. Et puis pour terminer, dans la mesure où l'hydrogène est un élément essentiel des piles à combustible, et plus exactement le dihydrogène, H2, eh bien nous reviendrons sur les grandeurs caractéristiques de cette molécule de dihydrogène, la manière dont aujourd'hui elle est produite, cette molécule de dihydrogène, et les problématiques liées à son stockage. En ce qui concerne la présentation des piles à combustible, eh bien, les piles à combustible font partie des générateurs électrochimiques dits ouverts, contrairement aux batteries où on est en présence de générateurs dits fermés. Ils sont dits ouverts dans le sens où, pour fournir de l'énergie électrique, il va falloir l'alimenter en fluide, différents fluides selon les technologies, contrairement à une batterie, où la batterie, on va la charger avec
une connexion généralement électrique qui va créer les conditions nécessaires du stockage de l'énergie sous la forme d'énergie chimique. Puis, lorsqu'on va l'utiliser, on va récupérer cette énergie chimique directement sans être obligé d'alimenter en fluide ce dispositif. Donc, d'une manière générale, pour régénérer un générateur d'énergie, il est nécessaire pour nos piles d'apporter de l'hydrogène, de l'oxygène, soit pur, soit celle contenue dans l'air. Et pour réaliser cette opération de génération d'électricité, eh bien, nous aurons besoin d'un matériau conducteur de charges qui ne sont pas des charges électroniques, mais des charges ioniques, soit des ions positifs, soit des ions négatifs. Et ces matériaux conducteurs d'ions sont les électrolytes. En ce qui concerne l'historique, eh bien, si nous remontons à les années 1800, avec la pile de Volta, donc M. Volta a fabriqué une pile par superposition de plaques de cuivre et de zinc séparées par une feuille de papier humidifié à l'eau salée. Donc le papier humidifié à l'eau salée constituait l'électrolyte et la plaque de zinc et la plaque de cuivre provoquaient une réaction chimique qui créait une différence de potentiel par la création de charges électroniques dans ces conducteurs que sont le cuivre et le zinc. En 1801, M. Gautreau analyse le courant secondaire de l'électrolyse de l'eau et il constate que lorsque l'on arrête une électrolyse, eh bien, il y a présence d'une différence de potentiel aux bornes de cet électrolyseur, même lorsqu'on a déconnecté le générateur électrique. C'est en 1839 donc, que Sir William Groove en applique le principe de courant secondaire et donc finalement découvre le principe de la pile à combustible. Puis plus de travaux sur ce système pile à combustible parce que interviennent d'autres inventions, notamment Maxwell avec la découverte de l'électromagnétisme, Denis Papin avec la création des machines à vapeur, et grâce à la force mécanique des machines à vapeur couplée aux générateurs électriques qui mettent en œuvre la découverte de l'électromagnétisme, eh bien, on réalise de l'électricité, on produit de l'électricité, et c'est encore aujourd'hui le cas, puisque la production d'électricité est réalisée par une transformation d'énergie mécanique produite par de la vapeur, couplée à des générateurs électriques de très haute puissance. Néanmoins, en 1952, on se réintéresse à la problématique des piles à hydrogène, des piles à combustible. Et c'est M. Francis T. Bacon qui présente une pile à combustible de 5 kW. On est dans la période de la conquête spatiale et évidemment, pour avoir de l'électricité dans l'espace, il n'est pas question d'emmener des machines à vapeur et des alternateurs. Il faut donc trouver des solutions. Les solutions peuvent être des batteries, des panneaux solaires, mais il y a encore beaucoup de travaux à mener pour transformer l'énergie solaire en électricité. Et donc on se tourne vers cette possibilité d'utiliser les piles à combustible dans les missions spatiales. Et donc les missions Gemini faites par les Russes et les missions Apollo faites par les Américains embarquent des piles à combustible comme générateur électrique à bord des différents véhicules qui sont envoyés dans l'espace, et en particulier les véhicules Apollo qui ont été habités, et notamment celui qui a permis à l'homme de poser le pied sur la Lune. À partir de 1980, c'est-à-dire après la crise de 1976 du pétrole, il y a un large investissement à nouveau
dans la recherche sur les piles à combustible qui pourraient devenir le vecteur, le générateur d'énergie du futur. On développe de nombreux prototypes, quelques dispositifs de piles à combustible sont alors commercialisés et nous en avons aujourd'hui à l'heure actuelle qui sont commercialisés, mais ça reste très limité tant le pétrole reste l'énergie de base de notre économie. Donc ces recherches ont conduit à différents types de piles à combustible. Ces piles à combustible sont généralement caractérisées par leur température de fonctionnement, la quantité d'énergie susceptible de fournir, plus exactement la puissance qu'on va pouvoir leur faire délivrer, et finalement sont caractérisées par la nature de leur électrolyte. Donc je vais les citer, les piles à membrane polymère échangeuse de protons, appelées PEMFC dans le langage anglo-saxon. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, c'est que si vous cherchez de la documentation sur Internet concernant les piles à combustible, eh bien, la traduction en anglais de pile à combustible, c'est fuel cell. Puis nous avons des piles au méthanol, donc qui semblent assez proches des PEMFC, mais qui vont utiliser du méthanol comme carburant porteur d'énergie. Puis nous avons des piles à acide phosphorique, donc ce sont des piles à combustible où l'électrolyte est de l'acide phosphorique. On verra la nature de cet acide. Puis des piles alcalines, des piles à combustible alcaline. Donc ce sont des générateurs ouverts et non pas des piles alcalines qui pourraient être assimilées à des batteries générateurs fermés. Puis des piles à oxyde solide, la SOFC. Donc à nouveau, l'électrolyse est caractérisée ici par un oxyde solide. Et puis enfin, la pile à carbonate fondu qui s'appelle la MCFC, donc Molten Carbonate Fuel Cell. On classe ces différentes technologies en fonction finalement ici de leur température, en catégorisant deux grands domaines, les piles dites basse température et les piles dites haute température. Donc si je reprends l'ordre de présentation précédente, vous avez la PEMFC qui est plutôt à basse température, inférieure à la température d'ébullition de l'eau. C'est un élément important dans le cadre des piles à combustible, on le verra un peu plus loin. Comme la DMFC est assez proche de la PEMFC, on est dans les mêmes gammes de température. Puis on monte un tout petit peu avec la PAFC jusqu'à 220 degrés. Et enfin jusqu'à l'AFC qui va jusqu'à 250 degrés. Ces températures maximales de fonctionnement, évidemment, sont rédhibitoires, puisqu'effectivement, la pile à combustible ne fonctionne plus si on la laisse dépasser ces températures maximales. Puis ensuite, on a deux piles qui sont caractéristiques des hautes températures, qui présentent des avantages, mais également de nombreux inconvénients. Les piles SOFC qui peuvent fonctionner entre 700 et 1100 degrés. Il n'est pas question d'ailleurs de les faire fonctionner en dessous de ces températures de 700 degrés. Et la Molten Carbonate Fuel Cell qui, elle, fonctionne entre 600 et 800 degrés. Comme vous le voyez dans ce tableau, l'électrolyte est finalement l'élément qui donne son nom à la technologie de la pile. Et bien évidemment, vous constatez que plus on monte en température de fonctionnement, et puis plus la puissance que peut délivrer la pile à combustible est élevée. C'est un petit peu moins le cas entre la DMFC et la PEMFC, mais ensuite on monte plutôt en puissance. Et évidemment, en haute température, on atteint des puissances qui sont relativement importantes. Un autre élément qui permet aussi de caractériser ces technologies, c'est leur domaine d'application, compte tenu de leur volume, de la manière dont on peut les gérer. Et donc, nous retrouvons soit des piles qui sont adaptées à des applications mobiles, ou des piles qui sont adaptées à des applications stationnaires,
et des piles qui sont adaptées à la fois au mobile et au stationnaire, mais on peut comprendre qu'une pile adaptée à un environnement mobile l'est également pour un environnement stationnaire. Voilà pour ces tableaux des piles à combustible que nous allons pouvoir détailler un peu plus loin. Mais revenons aux principes généraux des piles à combustible. Donc, quelles que soient les technologies, une pile à combustible est toujours constituée de 3 éléments, 2 électrodes, l'anode et la cathode, et un électrolyte. À l'anode, qui est l'électrode négative, l'hydrogène qui est fourni à la pile à combustible, quelle que soit sa technologie, et c'est un élément important, quelle que soit la technologie de la pile, c'est toujours de l'hydrogène qui fournit l'énergie. L'hydrogène arrive sous des formes différentes, nous le verrons un peu plus loin, mais c'est toujours l'énergie contenue dans l'hydrogène qui est transformée. Cette transformation s'appelle la réduction au sein de l'anode, et à la cathode, eh bien, nous apportons en général de l'oxygène, c'est-à-dire qu'on oxyde, c'est l'électrode positive, on est ici sur l'électrode où l'hydrogène où l'oxygène est oxydé. Alors, le principe d'oxydoréduction, finalement, se traduit par les éléments qui sont ici. Il existe un certain nombre de couples, on appelle les couples redox, réducteurs oxydants. L'oxydant plus un certain nombre d'électrons, eh bien, va passer au niveau du réducteur par une oxydation, et inversement, le réducteur d'un oxydant au plus auquel on va apporter des électrons, et dans ce cas-là, on est sur la réduction. Évidemment, la perte ou le gain d'électrons se fait par l'intermédiaire du circuit électrique, mais ce gain et cette perte d'électrons qui circulent dans le circuit électrique, eh bien, doit être accompagné d'une circulation d'une autre espèce chargée, que sont les ions, ou des molécules chargées positivement ou négativement, pour pouvoir réaliser l'équilibre chimique en termes de polarité. Ce qui concerne les couples redox, on en trouve un certain nombre, et en ce qui nous intéresse, nous allons surtout nous intéresser aux 2 couples redox qui sont H+, donc l'atome d'hydrogène, et on parle bien de l'atome d'hydrogène qui a perdu un électron, c'est-à-dire que c'est un proton. Je rappelle que l'hydrogène comporte un noyau et un électron. Dès lors que cet électron est perdu, il ne reste plus que le noyau. Et comme le nombre d'électrons et de protons dans l'équilibre d'un atome, on a autant de protons qu'il y a d'électrons, et bien quand on enlève l'électron périphérique, il reste dans le noyau un seul proton. Cet ion H+ est attaché à la molécule de dihydrogène, H2, et puis nous trouverons un autre couple redox qui est la molécule de dioxygène, O2, et la molécule d'eau, H2O. On va essayer de démontrer, ou plus exactement expliciter, le principe de l'électrolyse pour ensuite en déduire que le système de pile à combustible est finalement une opération inverse de l'électrolyse. L'électrolyse de l'eau, vous retrouvez ici un élément basique d'un dispositif d'électrolyse où on trouve un contenant un électrolyte, ici par exemple une solution de sulfate de sodium qui va permettre de conduire des charges électriques ioniques, et puis 2 électrodes dans cette cuve,
Chaque électrode est couverte d'un tube, puisque on veut pouvoir récupérer les gaz qui sont produits à chacune des électrodes, et selon la connexion que l'on va faire au générateur électrique, un générateur de courant continu, eh bien, selon la polarité, si on connecte le pôle plus à cette électrode qui devient alors l'anode, et le pôle moins à l'autre électrode qui devient alors la cathode, eh bien, on constate la fabrication, la création de bulles de gaz dans chacune des tubes, dans chacun des deux tubes à essai. Et ces gaz sont respectivement, dans le cas qui nous présente ici, eh bien, de l'hydrogène ou de l'oxygène. Nous verrons un peu plus tard qu'est-ce qui nous permet de savoir où se trouve l'hydrogène et où se trouve l'oxygène. Comment se traduit sous forme d'équations chimiques ou électrochimiques? Eh bien, sous une forme générale où on prend de l'eau, en l'occurrence si on prend deux molécules d'eau, 2 fois H2O, auxquelles on apporte de l'énergie, en particulier ici de l'énergie électrique, eh bien nous avons retrouvé la séparation de deux molécules, la molécule d'oxygène O2 et la molécule de dihydrogène H2, avec deux molécules de dihydrogène pour une molécule de dioxygène. En conséquence, O2 se produit à l'anode et H2 au sein de la cathode, dans la mesure où évidemment l'énergie que l'on fournit ici est une énergie électrique. Ceci se traduit par le fonctionnement des deux demi-équations redox. Qu'est-ce qui se passe à l'anode? Les deux H2O bien, vont s'arranger pour obtenir O2 plus 4 ions H+, auxquels on vient y ajouter 4 électrons. De l'autre côté, les deux H2 vont produire les deux atomes des deux molécules de dihydrogène, plus 2 ions au moins, auxquels on y ajoute 2 électrons. Si on prend la réversibilité de cette opération, eh bien, nous allons possiblement partir de l'hydrogène ici et de l'oxygène ici. Si nous recomposons de l'eau, eh bien, nous aurons réussi à faire l'électrolyse inverse. Il s'avère que lors de la recomposition de l'eau, eh bien, les électrons qui ont été fournis pour la séparation de la molécule d'eau peuvent être utilisés pour le circuit électrique et pour alimenter une charge électrique. Donc, si je reprends les équations de l'électrolyse inverse, eh bien, si sur une forme adaptée, je rassemble une molécule de dihydrogène et une molécule de dihydrogène ici, et de dioxygène ici, et que je recompose une molécule d'eau, eh bien, je dispose d'une quantité d'énergie, notamment sous forme d'électrons, donc une énergie électrique disponible, et bien évidemment une énergie thermique qui va se produire compte tenu du dispositif électrochimique de l'opération qui va se réaliser. Donc si nous prenons maintenant les deux équations redox qui nous intéressent, eh bien le principe de fonctionnement d'une pile à combustible va se retrouver ici. D'un côté, nous alimentons du dihydrogène sur une des électrodes. Cette dihydrogène va se décomposer en ion H+, plus 2 électrons qui sont disponibles dans l'électrode à l'anode. Puis, de l'autre côté, du dioxygène qui,
associé aux ions H+, qui auront transité à travers l'électrolyte et avec les électrons qui auront transité par le circuit électrique, va permettre de recombiner la molécule d'eau H2O à la cathode. Donc, vous retrouvez ici le dispositif du dihydrogène qui alimente une électrode. Cette électrode va générer des ions H+, et libérer des électrons dans le circuit, sur l'électrode et dans le circuit électrique. Ces électrons vont pouvoir circuler. Les ions H+ vont rejoindre la zone alimentée en dioxygène et la réunion du dioxygène, des électrons qui ont circulé dans le circuit électrique et des ions qui ont circulé dans l'électrolyte, eh bien, nous retrouvons O2, 2H+, 2 électrons pour constituer la molécule d'eau. Donc nous reconstituons de l'eau en fournissant de l'électricité dans un circuit électrique. Voilà les principes de base de la pile à combustible. Et je pense qu'à partir de ces éléments-là, je vais m'arrêter pour cette première séance et vous laisser le temps d'absorber ces informations, éventuellement à me poser des questions à travers le forum disponible sur la plateforme et nous aborderons la prochaine fois les équations de réaction des différentes piles, des différentes technologies. Je vous dis à bientôt et bon courage.